Imaginez ceci. Un homme se tient debout sur les remparts fumants d'une ville qui brûle depuis 3 jours. Ses mains sont encore poisseuses du sang de la nuit précédente. Autour de lui, les cris des femmes qu'on traîne vers les navires se mêlent aux gémissements des mourants qu'on n'a pas pris la peine d'achever. L'odeur de chair carbonisée flotte dans l'air chaud de l'Anatolie. Cet homme ne ressemble pas au héros romantique que vous imaginez. Il n'est pas grand. Il n'est pas particulièrement beau. Ses cheveux sont grisonnants, son corps couvert de cicatrices, et ses yeux ont cette qualité particulière des hommes qui ont vu trop de choses pour jamais retrouver l'innocence. Cet homme, c'est Ulysse. Pas le héros des dessins animés de votre enfance. Pas le navigateur courageux des adaptations hollywoodiennes. Non, c'est l'Ulysse historique, ou du moins, l'homme qui a inspiré la légende. Un roi guerrier de l'âge du bronze, un survivant impitoyable, un manipulateur de génie dont les exploits ont été transmis de génération en génération jusqu'à devenir le mythe que nous connaissons aujourd'hui. Pendant des siècles, nous avons lu l'Odyssée comme un conte d'aventure fantastique. Des monstres à un œil, des sorcières qui transforment les hommes en porcs, des sirènes dont le chant tue. Mais derrière chaque monstre se cache une réalité. Derrière chaque île enchantée se trouve un lieu réel. Et derrière le héros mythique se trouve un homme dont l'histoire véritable est peut-être plus fascinante et certainement plus brutale que n'importe quelle fiction. Ce soir, nous allons déchirer le voile du mythe. Nous allons plonger dans les archives archéologiques, les tablettes en linéaire B, les fouilles de Troie et d'Ithaque. Nous allons reconstituer le monde dans lequel le vrai Ulysse aurait vécu, un monde de palais en ruine, de guerres impitoyables et de voyages maritimes où chaque lever de soleil pouvait être le dernier. Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée à l'école. C'est l'histoire qu'on a oublié de vous dire. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de brutalité, si vous appréciez découvrir les vérités cachées de l'histoire, pensez à appuyer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et s'il vous plaît, commentez ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces récits anciens depuis différentes parties du monde, connectés à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Maintenant, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur Ulysse. Oubliez le héros noble. Oubliez l'époux fidèle qui ne pense qu'à rentrer chez lui. La réalité est infiniment plus complexe, plus sombre et plus humaine. Le vrai Ulysse n'était pas un personnage de conte de fées. C'était un homme de son temps, et son temps était une époque de violence systématique, d'esclavage institutionnalisé et de survie à tout prix. Pour comprendre cet homme, nous devons d'abord comprendre son monde. Et ce monde, mes amis, c'était la civilisation mycénienne, l'une des cultures les plus fascinantes et les plus méconnues de l'histoire humaine. Le monde dans lequel Ulysse aurait vécu s'étendait sur toute la Méditerranée orientale entre environ 1600 et 1100 avant notre ère. C'était l'âge du bronze tardif, une époque que les archéologues appellent parfois la première mondialisation. Imaginez un réseau complexe de royaumes, d'empires et de cités-États, tous connectés par des routes maritimes qui transportaient non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des technologies, et inévitablement, des armées. La Grèce de cette époque n'était pas la Grèce classique d'Athènes et de Sparte que vous connaissez. C'était un monde de palais fortifiés, chacun gouverné par un wanax, un roi prêtre dont le pouvoir s'étendait sur tout, de la distribution du grain à l'organisation des sacrifices religieux. Ces palais, Mycène, Tyrinthe, Pylos, Thèbes, étaient des centres administratifs sophistiqués où des scribes enregistraient méticuleusement chaque amphore d'huile d'olive, chaque mouton, chaque roue de char sur des tablettes d'argile. Ces tablettes, écrites dans un système d'écriture appelé linéaire B, sont notre fenêtre la plus directe sur ce monde disparu. Et ce qu'elle révèle est fascinant. Elle nous montre une société hautement hiérarchisée, obsédée par l'organisation et le contrôle. Elle mentionne des esclaves par milliers, des artisans spécialisés, des prêtresses puissantes et des guerriers dont les noms résonnent avec ceux des héros homériques. Mais Ithaque dans tout ça? L'île natale d'Ulysse? C'est là que les choses deviennent intéressantes. L'Ithaque moderne est une petite île de la mer Ionienne, montagneuse et rocheuse, à peine capable de supporter une population de quelques milliers d'âmes. Pendant des décennies, les archéologues se sont demandé comment une île aussi modeste pouvait avoir été le royaume d'un héros aussi important. Certains chercheurs, notamment Robert Bittlestone dans son étude exhaustive de 2005, ont proposé que l'Ithaque homérique n'était pas l'Ithaque moderne, mais plutôt la péninsule de Paliki sur l'île voisine de Céphalonie, qui aurait été séparée du reste de l'île par un canal aujourd'hui comblé par les sédiments et les tremblements de terre. Cette théorie expliquerait les descriptions géographiques d'Homère qui ne correspondent pas parfaitement à l'île actuelle. Mais que l'on accepte cette théorie ou non, une chose est certaine. Le royaume d'Ulysse, quelle que soit sa localisation exacte, était un petit royaume périphérique. Ulysse n'était pas Agamemnon, le puissant roi de Mycène. Il n'était pas Achille, le guerrier invincible. Il était le roi d'un territoire modeste, et c'est précisément cette position qui explique son caractère. Dans un monde de géants politiques, Ulysse a survécu non pas par la force brute, mais par l'intelligence,
la ruse et une capacité impitoyable à manipuler les autres. La vie quotidienne d'un roi de l'âge du bronze était loin de l'image romantique que l'on pourrait imaginer. Les tablettes en linéaire B de Pilot nous donnent un aperçu détaillé de ce à quoi ressemblait réellement la gestion d'un royaume mycénien. Le Wanax passait ses journées à superviser la distribution des rations, à arbitrer les disputes entre ses sujets, à organiser les cérémonies religieuses, et surtout, à préparer la guerre. Car la guerre était omniprésente. Les fresques des palais mycéniens ne montrent pas des scènes pastorales de bergers jouant de la flûte. Elles montrent des guerriers en armure, des chars de combat, des scènes de siège et de massacre. La violence n'était pas une exception dans ce monde. Elle était la norme. Les royaumes se faisaient constamment la guerre pour le contrôle des routes commerciales, des terres agricoles, et surtout, des esclaves. Ulysse, en tant que roi d'un petit royaume insulaire, aurait participé à ce système. Il aurait mené des raids contre les côtes voisines, capturé des prisonniers pour les réduire en esclavage, négocié des alliances par le mariage et la menace. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre sa participation à la guerre de Troie. Ce n'était pas une croisade romantique pour récupérer une belle femme. C'était une expédition de pillage à grande échelle, organisée par une coalition de rois mycéniens qui voyaient dans la riche cité anatolienne une proie tentante. Et c'est exactement ce que l'archéologie nous révèle sur Troie. Quand l'archéologue amateur allemand Heinrich Schliemann a commencé à creuser la colline de Hisarlik en Turquie occidentale en 1871, il était convaincu de trouver la Troie d'Homère. Ce qu'il a trouvé était encore plus extraordinaire. Pas une Troie, mais 9 Troies, empilées les unes sur les autres comme les couches d'un gâteau géologique, chacune représentant une période différente d'occupation humaine s'étendant sur plus de 3000 ans. Schliemann, dans son enthousiasme amateur, a fait beaucoup de dégâts. Il a creusé à travers les niveaux avec une brutalité qui ferait pleurer les archéologues modernes. Il a attribué le fameux trésor de Priam à une couche qui datait en réalité de 1000 ans avant la guerre de Troie supposée. Mais malgré ses erreurs, il a prouvé une chose fondamentale. Troie existait. Et elle avait été détruite violemment. Les niveaux qui nous intéressent sont 3-6 et 3-7A. 3-6 était une cité impressionnante, protégée par des murs massifs de pierre calcaire qui s'élevaient à plus de 8 mètres de hauteur. Ces fortifications étaient parmi les plus imposantes de l'âge du bronze, construites avec une technique de talus inclinés qui les rendait presque impossibles à escalader. La cité était prospère, comme en témoignent les importations de céramique mycénienne, de cuivre chypriote et d'étain venus de loin. Mais vers 1300 avant notre ère, 3-6 a été détruite. Pendant longtemps, on a pensé qu'un tremblement de terre était responsable. Les murs présentent en effet des signes de dommages sismiques caractéristiques. Mais immédiatement après cette destruction, quelque chose d'étrange s'est produit. Les habitants ont reconstruit, mais différemment. 3-7 montre des signes de surpopulation et de stress. Des maisons ont été subdivisées. De grands pitois, des jarres de stockage, ont été enterrés dans les sols, comme si les habitants constituaient des réserves en prévision d'un siège. Et puis, vers 1180 avant notre ère, 3-7 a brûlé. Les archéologues ont trouvé des couches de cendres et de débris carbonisés. Plus troublant encore, ils ont trouvé des ossements humains dispersés dans les rues, non pas enterrés selon les rites funéraires appropriés, mais abandonnés là où les gens étaient tombés. Ils ont trouvé des pointes de flèches et des pierres de fronde. Ils ont trouvé les preuves d'une fin violente. Est-ce la guerre de Troie d'Homère? La chronologie correspond approximativement. La destruction est clairement le résultat d'un conflit armé. Mais nous devons être prudents. L'Iliade n'est pas un documentaire. C'est un poème épique composé des siècles après les événements qu'il prétend décrire, transmis oralement pendant des générations avant d'être finalement mis par écrit. Ce qu'Homère nous donne n'est pas l'histoire, c'est le souvenir de l'histoire, déformé par le temps, embelli par les bardes, transformé en mythe. Mais même si nous ne pouvons pas prouver que le Troie de Hisarlik est le Troie d'Homère, nous pouvons dire quelque chose de plus important. Nous pouvons dire qu'une guerre comme celle décrite dans l'Iliade était non seulement possible, mais probable. L'âge du bronze tardif était une époque de conflits constants. Les archives hittites, découvertes dans leur capitale Atusha en Turquie centrale, mentionnent une région appelée Wilusa qui correspond géographiquement à la Troade, et parle de conflits avec un peuple appelé les Ayawawa, un nom que beaucoup de chercheurs identifient avec les Achéens d'Homère. Nous avons donc un puzzle dont les pièces commencent à s'assembler. Une cité riche détruite violemment. Des mentions de conflits dans les archives diplomatiques de l'époque. Et une tradition orale grecque qui a préservé le souvenir d'une grande guerre à l'Est. Le vrai Ulysse, s'il a existé, a participé à quelque chose comme ce conflit. Et ce quelque chose était infiniment plus brutal que ce que les versions édulcorées du mythe nous laissent imaginer. La guerre dans l'Antiquité n'était pas une affaire chevaleresque. Il n'y avait pas de convention de Genève, pas de distinction entre combattants et civils, pas de notion de crime de guerre. La guerre était un outil économique, un moyen d'acquérir des richesses, des terres, surtout, des êtres humains.
Et c'est dans ce contexte que nous devons comprendre ce qui s'est passé à Troie. Les tablettes en linéaire B nous donnent un aperçu glaçant de l'importance de l'esclavage dans l'économie mycénienne. À Pylos, par exemple, les archives mentionnent des centaines de femmes esclaves avec leurs enfants, identifiées par leur origine géographique, des femmes de Cnide, de Milet, de Lemnos. Ces femmes travaillaient dans des ateliers textiles, produisant les étoffes précieuses que les élites mycéniennes utilisaient pour le commerce et les offrandes religieuses. Et beaucoup de ces femmes étaient explicitement décrites comme des captives de guerre. Imaginez maintenant la chute de Troie vue non pas depuis les remparts, mais depuis l'intérieur des maisons. Imaginez le bruit des portes qu'on enfonce, les cris des enfants qu'on arrache à leur mère, les hurlements des hommes qu'on égorge dans les rues. L'Iliade et les poèmes cycliques qui la complétaient n'épargnaient pas ces détails. Le petit Astyanax, fils d'Hector, jeté du haut des remparts pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de vengeurs. Polyxène, fille de Priam, sacrifiée sur la tombe d'Achille. Les femmes royales distribuées comme butin parmi les vainqueurs. Ulysse, selon la tradition, a reçu Hécube, l'ancienne reine de Troie. Imaginez cette femme qui avait été l'épouse du roi le plus puissant d'Asie mineure, qui avait enfanté des dizaines d'enfants, maintenant réduite à l'état d'esclave d'un petit roi insulaire. C'est la réalité de la victoire dans le monde antique. La gloire du vainqueur était construite sur la destruction totale du vaincu. Et le fameux cheval de Troie dans tout ça? Est-ce qu'il a réellement existé? La réponse honnête est que nous ne savons pas. Mais plusieurs hypothèses méritent d'être examinées. Certains chercheurs ont proposé que le cheval n'était pas littéralement un cheval de bois, mais une métaphore pour un engin de siège. Les Assyriens, quelques siècles plus tard, utilisaient des machines de guerre appelées chevaux pour abattre les murs des villes. Il est possible que la tradition orale ait transformé un souvenir technique en image poétique. D'autres ont suggéré que le cheval était un symbole de Poséidon, le dieu des tremblements de terre qui était aussi le dieu des chevaux. Si Troie-6 a effectivement été affaiblie par un séisme avant d'être prise par les Grecs, le cheval pourrait représenter cette intervention divine qui a ouvert la brèche. Une troisième hypothèse, plus prosaïque mais peut-être plus probable, est que le cheval était simplement un stratagème comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire militaire. Les annales sont pleines de récits de soldats cachés dans des chariots de foin, de guerriers déguisés en marchands, de portes ouvertes par des traîtres. Le cheval de Troie pourrait n'être que la version embellie d'une ruse qui a effectivement fonctionné. Ce qui est certain, c'est que la tradition attribue cette ruse à Ulysse. Et cela nous dit quelque chose de fondamental sur la façon dont les Grecs percevaient ce personnage. Il n'était pas un héros comme Achille, qui incarnait la force brute et l'honneur guerrier. Il était le héros de la métisse, cette forme d'intelligence rusée que les Grecs valorisaient autant, sinon plus, que la prouesse physique. La métisse est un concept difficile à traduire. C'est l'intelligence pratique, la capacité à s'adapter aux circonstances, à retourner les situations à son avantage, à voir les opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. C'est l'intelligence du poulpe, disaient les Grecs, l'animal qui change de couleur et de forme pour échapper à ses prédateurs et capturer ses proies. Ulysse était l'incarnation de cette qualité. Dans l'Iliade, il n'est pas le guerrier le plus fort. Il n'est certainement pas le plus beau ni le plus noble. Mais il est celui vers qui les autres se tournent quand la force brute a échoué. C'est lui qui convainc Achille de rejoindre l'expédition. C'est lui qui réconcilie les chefs grecs quand ils sont au bord de la guerre civile. C'est lui qui pénètre dans Troie déguisé en mendiant pour voler le palladium, la statue sacrée qui protégeait la ville. Et c'est lui, bien sûr, qui conçoit le stratagème du cheval. Cette réputation de ruse avait aussi son côté sombre. Les sources anciennes présentent Ulysse de façon ambivalente. Certes, il était admiré pour son intelligence, mais il était aussi perçu comme dangereux, peu fiable, prêt à trahir ses propres alliés si cela servait ses intérêts. Dans les tragédies grecques postérieures à Homère, il apparaît souvent comme un manipulateur sans scrupules. C'est lui qui convainc les Grecs de sacrifier Iphigénie. C'est lui qui abandonne Philoctète sur une île déserte. C'est lui qui persuade Ajax de se suicider en lui refusant les armes d'Achille. Le vrai Ulysse, s'il a existé, était probablement un homme qui faisait ce qu'il fallait pour survivre dans un monde impitoyable. Pas un héros moral au sens moderne, mais un survivant, un pragmatique, quelqu'un qui comprenait que dans les guerres antiques, les scrupules éthiques étaient un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. C'est cet homme qui, selon le mythe, a quitté les ruines fumantes de Troie pour un voyage de retour qui allait durer 10 ans. Et c'est dans ce voyage que le mythe et la réalité s'entremêlent de la façon la plus fascinante. Les aventures d'Ulysse dans l'Odyssée semblent, à première lecture, purement fantastiques. Des géants mangeurs d'hommes, des sorcières au pouvoir magique, des monstres marins, des îles où le temps s'écoule différemment. Mais les chercheurs ont depuis longtemps reconnu que ces épisodes fantastiques sont ancrés dans une géographie réelle et reflètent les dangers très concrets de la navigation méditerranéenne dans l'Antiquité. Prenons l'exemple de Charybde et Scylla, les deux monstres qui gardent un détroit étroit et obligent Ulysse à sacrifier 6 de ses compagnons. La description homérique correspond de façon frappante au détroit de Messine,
entre la Sicile et la botte de l'Italie. D'un côté, un tourbillon dangereux causé par la rencontre des courants tyrrhéniens et ioniens. De l'autre, des rochers escarpés où les navires pouvaient facilement se fracasser. Pour les marins de l'âge du bronze, naviguant dans des embarcations fragiles sans instruments de navigation, ce détroit était effectivement mortel. Ou considérons les lotophages, le peuple qui offre aux compagnons d'Ulysse un fruit qui leur fait oublier leur patrie. La plupart des chercheurs situent cet épisode sur la côte libyenne ou tunisienne. Le lotus en question pourrait être le jujube, un fruit sucré légèrement narcotique, ou peut-être une plante aux propriétés plus puissantes. Ce qui est intéressant, c'est que cet épisode reflète une peur très réelle des marins grecs. La peur de l'assimilation, de l'oubli de son identité dans les terres étrangères. Le cyclope Polyphème est peut-être le plus fascinant de tous. Un géant avec un seul œil au milieu du front, vivant dans une grotte, élevant des moutons, ignorant les lois de l'hospitalité. Où peut-on trouver l'origine de ce mythe? Plusieurs théories s'affrontent. L'une des plus intrigantes est la théorie du crâne d'éléphant nain. Les îles méditerranéennes, notamment la Sicile où la tradition place l'épisode du cyclope, abritaient autrefois des éléphants nains dont les crânes fossiles ont été découverts dès l'Antiquité. Ces crânes présentent une grande cavité nasale centrale qui, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'anatomie des éléphants, pourrait facilement être interprétée comme l'orbite d'un œil unique. Mais il existe une autre explication, peut-être complémentaire. Les volcans. L'Etna, en Sicile, est l'un des volcans les plus actifs de la Méditerranée. Sa forge souterraine, ses éruptions cycliques, son œil de feu au sommet, tout cela a pu contribuer au mythe d'un géant monstrueux vivant dans les entrailles de la Terre. Le fait que Polyphème soit le fils de Poséidon, le dieu des tremblements de terre, renforce cette interprétation volcanique. Quant aux sirènes, ces créatures dont le chant est si beau qu'il attire les marins vers leur mort, elles représentent probablement les dangers de la navigation côtière. Les récifs cachés, les courants traîtres, les caps où les vents tourbillonnent de façon imprévisible. Les marins expérimentés savaient que certaines côtes avaient une sonorité particulière, le bruit des vagues se brisant sur les rochers pouvant créer des effets acoustiques étranges. S'approcher de ces côtes pour écouter de plus près, c'était risquer le naufrage. Ce qui est remarquable, c'est que l'Odyssée peut être lue comme un manuel de navigation déguisé en conte. Elle décrit les dangers que les marins grecs rencontraient réellement en explorant la Méditerranée occidentale, une région qui, à l'époque mycénienne, était encore largement inconnue et terrifiante. Les monstres sont des métaphores pour les périls de l'océan. Les dieux capricieux représentent l'imprévisibilité des éléments. Et Ulysse, le navigateur qui survit à tout, incarne les qualités dont un marin avait besoin pour rentrer chez lui vivant. Dans ce catalogue des dangers mythiques, Circé et Calypso occupent une place particulière. Ces deux figures féminines ne sont pas des monstres au sens conventionnel. Ce sont des femmes puissantes, des déesses ou semi-déesses qui vivent seules sur leurs îles, maîtresses de leur domaine, et qui retiennent Ulysse par la séduction plutôt que par la force. Pour comprendre ce que ces personnages représentent, nous devons examiner le rôle des femmes dans la société mycénienne, un rôle qui était bien plus complexe que ce que les périodes ultérieures de l'histoire grecque nous laisseraient supposer. Les tablettes en linéaire B révèlent l'existence de prêtresses puissantes qui contrôlaient des domaines religieux importants. Certaines de ces femmes possédaient des terres, supervisaient des ateliers et jouaient un rôle central dans les cultes des divinités féminines. La religion mycénienne, comme beaucoup de religions de l'âge du bronze, accordait une grande importance aux déesses, notamment à une figure que les chercheurs appellent la Potnia, la maîtresse, une déesse de la nature et de la fertilité qui préfigurait peut-être Artémis, Athéna ou Déméter. Circé, la sorcière qui transforme les hommes en porcs, pourrait être le souvenir déformé de ces prêtresses puissantes. Elle vit sur une île boisée, entourée d'animaux sauvages apprivoisés. Elle maîtrise l'art des pharmacas, les drogues et les potions. Elle est à la fois terrifiante et séductrice, capable de détruire les hommes ou de les aider selon son bon vouloir. Le détail des hommes transformés en porcs est particulièrement intéressant. Les archéologues et les ethnobotanistes ont identifié plusieurs plantes méditerranéennes aux propriétés psychoactives puissantes. La mandragore, la datura, le pavot, tous étaient connus et utilisés dans l'Antiquité. Les effets de ces substances, la confusion mentale, les hallucinations, la perte de coordination pourraient facilement être décrits comme une transformation en animal. Il existe aussi une interprétation plus prosaïque. Dans le monde antique, les hommes qui se laissaient aller à la débauche, qui oubliaient leur devoir de guerrier pour s'adonner au plaisir, étaient métaphoriquement comparés à des porcs. L'épisode de Circé pourrait représenter le danger de l'oubli de soi dans les plaisirs sensuels, un danger très réel pour des marins loin de chez eux depuis des années. Calypso, dont le nom signifie littéralement celle qui cache, est une figure encore plus mystérieuse. Elle retient Ulysse sur son île pendant 7 ans, lui offrant l'immortalité s'il accepte de rester avec elle pour toujours. Cette proposition est unique dans la mythologie grecque. Un mortel se voit offrir la vie éternelle, et il refuse. Que représente Calypso? Peut-être l'oubli.
peut être la mort. Son île, Ojiji, est décrite comme étant au nombril de la mer, un lieu situé nulle part et partout à la fois. Les 7 années qu'Ulysse passe avec elle pourraient symboliser une période de dépression, de repli sur soi, de tentation d'abandonner la lutte et de se laisser mourir spirituellement. Ou peut-être Calypso représente-t-elle quelque chose de plus concret. Les marins mycéniens qui s'aventuraient loin de chez eux établissaient parfois des relations avec des femmes locales. Certains fondaient de nouvelles familles, de nouveaux royaumes, oubliant leur vie antérieure. Le refus d'Ulysse de rester avec Calypso, malgré l'offre d'immortalité, affirme sa fidélité à son identité grecque, à son foyer, à son rôle de roi d'Ithaque. Ces épisodes nous rappellent que l'Odyssée n'est pas seulement un récit d'aventure physique. C'est aussi un voyage psychologique, le récit d'un homme qui doit résister à toutes les tentations de l'oubli pour retrouver son identité et sa place dans le monde. Pour apprécier pleinement les épreuves d'Ulysse, nous devons comprendre ce que signifiait naviguer en Méditerranée à l'âge du bronze. C'était une entreprise terrifiante, mortellement dangereuse, réservée aux plus audacieux ou aux plus désespérés. Les navires mycéniens n'étaient pas les trirèmes sophistiqués de l'époque classique. C'étaient des embarcations relativement simples, des coques de bois assemblées par des chevilles et du bitume, propulsées principalement par des rameurs avec une voile carrée pour les vents favorables. Ces navires étaient fragiles. Un coup de mer trop violent, une voie d'eau non détectée, et ils coulaient en quelques minutes. La navigation se faisait presque exclusivement à vue de la côte. Les marins de l'âge du bronze n'avaient pas de boussole, pas de carte fiable, pas de moyen de calculer leur position en haute mer. Ils se fiaient aux étoiles, aux oiseaux, aux couleurs de l'eau, aux odeurs portées par le vent. Perdre la côte de vue était une expérience terrifiante qui pouvait facilement signifier la mort. Les tempêtes étaient des catastrophes. Sans prévision météorologique, un navire pouvait être pris par une tempête en pleine traversée et n'avoir aucun moyen de s'échapper. L'Odyssée décrit plusieurs de ces tempêtes avec une vivacité qui suggère une expérience personnelle. Les vagues qui s'élèvent comme des montagnes, le mât qui se brise, les cordages qui fouettent dans le vent, les compagnons emportés par les flots. Et puis il y avait les pirates. La Méditerranée de l'âge du bronze était infestée de pillards maritimes. Les archives égyptiennes parlent des peuples de la mer, ces bandes de pirates et de migrants armés qui ont ravagé les côtes méditerranéennes à la fin de l'âge du bronze. Les archives hittites mentionnent des raids constants sur leurs côtes. Les Mycéniens eux-mêmes pratiquaient la piraterie quand l'occasion se présentait, c'était considéré comme une forme légitime de commerce. C'est dans ce contexte que nous devons comprendre le voyage d'Ulysse. Chaque île où il aborde pourrait abriter des cannibales comme les Lestrigons ou des peuples hospitaliers comme les Phéaciens. Chaque jour en mer était un pari contre la mort. Et chaque année qui passait le rendait plus étranger à son propre pays, plus méconnaissable pour ceux qui l'avaient connu. Il faut aussi mentionner l'effondrement de l'âge du bronze, cet événement cataclysmique qui a balayé les civilisations méditerranéennes entre 1200 et 1150 avant notre ère environ. En l'espace de quelques décennies, l'empire hittite s'est effondré. L'Égypte s'est repliée sur elle-même. Les palais mycéniens ont brûlé un par un, Pylos d'abord, puis Mycène, puis Tirynthe, puis Thèbes. Le système d'écriture a disparu. Les routes commerciales se sont interrompues. La Méditerranée est entrée dans un âge sombre qui allait durer des siècles. Si le vrai Ulysse a existé, il a vécu à l'aube de cette catastrophe. Son voyage de retour pourrait refléter les conditions chaotiques de cette période d'effondrement. Les ports où il aurait normalement trouvé refuge étaient peut-être détruits. Les routes maritimes qu'il connaissait étaient peut-être devenues impraticables. Les royaumes alliés sur lesquels il aurait pu compter avaient peut-être disparu. Le voyage d'Ulysse, vu sous cet angle, n'est pas seulement le récit des tribulations d'un individu. C'est le récit symbolique de toute une civilisation qui se fracture, qui perd ses repères, qui essaie désespérément de retrouver un foyer qui n'existe peut-être plus sous sa forme originelle. Après 10 ans d'errance, Ulysse atteint enfin les rivages d'Ithaque. Mais ce n'est pas la fin de son voyage. C'est le début d'un bain de sang. Le retour d'Ulysse est l'un des passages les plus violents de toute la littérature antique. Pendant son absence, 108 prétendants ont envahi son palais. Il courtise sa femme Pénélope, dévore ses troupeaux, malmène ses serviteurs et complote pour assassiner son fils Télémaque. Pendant des années, ils ont vécu au crochet du royaume d'Ithaque, certains que le roi ne reviendrait jamais. Ulysse ne revient pas en conquérant à la tête d'une armée. Il revient seul, déguisé en mendiant, méconnaissable après 20 ans d'absence. Et il passe plusieurs jours à observer, à écouter, à identifier ses ennemis et à repérer ses rares alliés. C'est du pur Ulysse. Pas d'attaque frontale. Pas de geste chevaleresque. Juste une patience de prédateur attendant le moment parfait pour frapper. Le moment vient lors de la fameuse scène de l'arc. Pénélope, poussée à bout par les prétendants, annonce qu'elle épousera celui qui pourra tendre l'arc d'Ulysse et tirer une flèche à travers 12 âges alignés. C'est un test impossible pour quiconque n'est pas Ulysse lui-même, car l'arc est un arc composite de conception orientale, nécessitant une technique spécifique pour le bander.
Un par un, les prétendants échouent. Et puis le mendiant en haillons s'approche de l'arc. Les prétendants rient. Ils insultent ce vieil homme qui ose toucher l'arme du roi. Mais le rire meurt dans leur gorge quand ils voient l'arc se courber sans effort, quand ils entendent la corde chanter, quand la flèche traverse les 12 haches en un tir parfait. Et puis Ulysse arrache ses haillons. Et la tuerie commence. Ce qui suit n'est pas un combat. C'est un massacre méthodique. Les portes du palais ont été verrouillées à l'avance. Les armes qui étaient accrochées au mur ont été retirées pendant la nuit. Les prétendants sont piégés, désarmés, face à un archer expert qui les abat comme des lapins. L'Odyssée ne nous épargne pas les détails. Les descriptions des morts sont graphiques, presque complaisantes. Un prétendant reçoit une flèche dans la gorge pendant qu'il porte une coupe à ses lèvres. Un autre est transpercé au foie. Un autre encore tente de ramper vers la porte, laissant une traînée de sang sur les dalles. Et Ulysse n'agit pas seul. Son fils Télémaque combat à ses côtés. Le porcher Eumée et le bouvier Philoétio, des serviteurs restés fidèles, participent au carnage. Même Athéna, la déesse protectrice d'Ulysse, intervient pour dévier les lances des prétendants et guider celles des vengeurs. Quand le dernier prétendant est mort, Ulysse n'en a pas fini. Il fait venir les servantes qui ont couché avec les prétendants. Ces femmes, peut-être contraintes, peut-être consentantes, sont pendues dans la cour du palais. Leur mort est décrite avec une image poétique glaçante, elles s'agitent au bout des cordes comme des griffes prises au piège. Le chevrier Melantio, qui avait insulté Ulysse déguisé et aidé les prétendants à se procurer des armes, subit un sort encore plus terrible. On lui coupe le nez, les oreilles, les mains et les pieds, et ses parties génitales sont jetées aux chiens. Pour nous, lecteurs modernes, cette violence est choquante. Nous voulons voir Ulysse comme un héros sympathique, et le voici qui ordonne des mutilations et des pendaisons de masse. Mais pour le public original de l'Odyssée, cette vengeance était non seulement justifiée, elle était nécessaire. Dans le monde mycénien et dans la Grèce archaïque, la justice n'était pas l'affaire de l'État. Il n'y avait pas de police, pas de tribunaux au sens moderne. La justice était une affaire familiale, clanique. Un tort devait être vengé par la famille de la victime, et la vengeance devait être proportionnelle à l'offense. Les prétendants n'avaient pas seulement convoité Pénélope. Ils avaient violé les lois sacrées de l'hospitalité. Ils avaient conspiré pour assassiner Télémaque, l'héritier légitime. Ils avaient dilapidé la richesse d'une maison royale pendant des années. Selon les normes de l'époque, leur mort était non seulement justifiée, elle était obligatoire pour qu'Ulysse puisse restaurer son honneur et celui de sa lignée. La pendaison des servantes infidèles est plus difficile à justifier pour une sensibilité moderne. Mais elle aussi répond à une logique antique. Ces femmes avaient trahi leur maître. Elles avaient couché avec les ennemis de la maison. Dans une société où la loyauté était la vertu cardinale des serviteurs, leur comportement était considéré comme une trahison méritant la mort. Quant à Melantio, sa mutilation était une punition réservée aux traîtres les plus vils. En aidant les prétendants à s'armer, il avait directement contribué à mettre en danger la vie d'Ulysse et de sa famille. Sa mort lente et humiliante était un message pour quiconque serait tenté de trahir son maître à l'avenir. Le massacre des prétendants n'était pas le dernier chapitre de l'histoire. L'Odyssée se termine rapidement après, avec Ulysse qui doit affronter les familles des prétendants venus venger leur mort. Seule l'intervention d'Athéna empêche le cycle de violence de continuer indéfiniment. Mais cette conclusion hâtive pose question. Dans la réalité, un massacre de cette ampleur aurait eu des conséquences politiques massives. Les prétendants n'étaient pas des vagabonds. C'étaient les fils des familles nobles d'Ithaque et des îles voisines. Tuer 108 jeunes aristocrates d'un coup aurait déclenché une vendetta de plusieurs générations. Certains chercheurs pensent que l'Odyssée que nous connaissons est une version abrégée d'une tradition plus longue. Il existait des poèmes épiques, aujourd'hui perdus, qui racontaient les suites du retour d'Ulysse, les guerres civiles qui auraient suivi, l'exil éventuel du héros, sa mort finale de la main de son propre fils, né de Circé, qu'il ne reconnaissait pas. Le vrai Ulysse, si un modèle historique a existé, a probablement dû faire face à ces réalités politiques. Reprendre le pouvoir après 20 ans d'absence n'était pas une question de tuer ses ennemis. C'était une question de reconstruire des alliances, de neutraliser les factions hostiles, de réaffirmer sa légitimité face à une nouvelle génération qui ne l'avait jamais connue. Le massacre des prétendants n'aurait été que le premier acte d'une lutte beaucoup plus longue pour le pouvoir. Nous voici arrivés à la question centrale de notre exploration. Qui était le vrai Ulysse? A-t-il existé? La réponse honnête est que nous ne savons pas et que nous ne le saurons probablement jamais. Aucune tablette en linéaire B ne mentionne un roi d'Ithaque nommé Odyssée. Aucune archive étrangère ne confirme l'existence d'un participant grec à la guerre de Troie portant ce nom. L'archéologie d'Ithaque n'a pas révélé de palais mycénien qui correspondrait à la demeure d'Ulysse décrite par Homère. Mais cela ne signifie pas que l'Odyssée est pure fiction. Ce que nous pouvons dire avec confiance, c'est que le poème préserve des souvenirs authentiques d'une époque révolue. Les détails du monde mycénien qui parsèment l'épopée,
les palais, les armures, les pratiques sociales, les routes maritimes, correspondent à ce que l'archéologie nous a révélé. Homère, ou les bardes qui l'ont précédé, ont transmis un écho véritable d'un monde qui avait disparu des siècles avant la composition du poème. La figure d'Ulysse elle-même est probablement un composite. Elle pourrait incorporer les souvenirs de plusieurs individus réels, des rois, des marins, des aventuriers de l'âge du bronze dont les exploits ont été fusionnés et embellis par des générations de traditions orales. Elle pourrait aussi incorporer des éléments archétypaux, le héros rusé étant un personnage universel qu'on retrouve dans de nombreuses cultures. Ce qui est remarquable, c'est la cohérence psychologique du personnage. Ulysse n'est pas un héros parfait. Il ment, il manipule, il tue sans remords quand c'est nécessaire. Mais il est aussi profondément humain. Il pleure de nostalgie sur les rivages de Calypso. Il risque sa vie pour récupérer les corps de ses compagnons. Il résiste à la tentation de l'immortalité pour retrouver sa femme vieillissante et son île rocheuse. Cette humanité complexe suggère que quelque part, à la racine de la légende, il y avait des individus réels dont les personnalités ont nourri le mythe. Peut-être pas un seul vrai Ulysse, mais de vrais hommes dont les qualités et les défauts ont été cristallisés dans cette figure inoubliable. L'Odyssée n'a pas été composée immédiatement après les événements qu'elle prétend décrire. Entre la chute de Troie, vers 1180 avant notre ère, si l'on accepte cette datation, et la composition du poème par Homère, vers 750 à 700 avant notre ère, environ 4 à 5 siècles se sont écoulés. Pendant cette période, les siècles obscurs de la Grèce, l'écriture a disparu. Les palais mycéniens n'étaient plus que des ruines mystérieuses que les populations locales attribuaient à des géants ou à des dieux. Mais les histoires ont survécu, transmises oralement par des bardes professionnels appelés aèdes. Ces aèdes n'étaient pas de simples récitateurs. Ils étaient des artistes créatifs qui adaptaient leurs histoires à leur public, ajoutant des éléments, modifiant des détails, développant certains épisodes aux dépens d'autres. Chaque performance était unique, une nouvelle création basée sur un stock de thèmes et de formules traditionnelles. C'est ce qui explique les anachronismes de l'Odyssée. Le poème mélange des éléments authentiquement mycéniens, les armures de bronze, les chars de guerre, la structure des palais, avec des éléments de l'époque d'Homère, la crémation des morts, qui n'était pas pratiquée à l'âge du bronze, ou les références au fer. Le poème est une sédimentation de plusieurs époques, un palimpseste où différentes strates historiques se superposent. Homère lui-même, citant et qu'il ait existé en tant qu'individu unique, était l'héritier de cette tradition. Il a donné à l'Odyssée sa forme définitive, mais il s'appuyait sur des siècles de poésie orale qui l'avaient précédée. En un sens, l'Odyssée n'a pas un auteur. Elle a des milliers d'auteurs anonymes dont les contributions ont été fusionnées en une œuvre cohérente. L'archéologie moderne continue de nous révéler de nouvelles informations sur le monde d'Ulysse. Les fouilles sous-marines ont découvert des épaves de navires de l'âge du bronze, nous donnant une image plus précise des navires sur lesquels des hommes comme Ulysse auraient navigué. Les analyses génétiques des populations méditerranéennes révèlent des patterns de migration qui correspondent aux mouvements décrits dans les mythes. Les études géologiques identifient les tremblements de terre et les éruptions volcaniques qui auraient marqué l'époque. Chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus du monde réel derrière le mythe. Nous ne trouverons probablement jamais la tombe d'Ulysse ou son arc légendaire. Mais nous pouvons reconstituer le monde dans lequel il aurait vécu avec une précision croissante. Et ce monde, comme nous l'avons vu, était à la fois plus brutal et plus fascinant que n'importe quelle fiction. Alors, que devons-nous retenir de cette exploration? Premièrement, que les mythes ne naissent pas du vide. L'Odyssée, comme l'Iliade, préserve des souvenirs authentiques d'un monde disparu. Les monstres sont des métaphores pour des dangers réels. Les héros sont les échos de vrais hommes. Les voyages reflètent de vraies routes maritimes. Deuxièmement, que le héros antique n'est pas le héros moderne. Ulysse n'était pas un personnage moralement pur au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Il était un survivant dans un monde impitoyable, un homme qui faisait ce qu'il fallait pour rentrer chez lui vivant et pour reprendre ce qui lui appartenait. Sa grandeur réside dans son intelligence et sa persévérance, pas dans sa bonté. Troisièmement, que l'histoire et le mythe sont inextricablement liés. Nous ne pourrons jamais séparer complètement le vrai Ulysse du faux, car la vérité historique a été transformée par des siècles de tradition orale en quelque chose de plus grand, de plus symbolique, de plus universel. Et peut-être que c'est ainsi que cela doit être. Peut-être que les mythes sont la façon dont les cultures préservent leurs vérités les plus profondes, non pas les faits bruts, mais leur signification. Le vrai Ulysse était peut-être un petit roi d'une île rocheuse qui a participé à une expédition de pillage et qui a eu du mal à rentrer chez lui. Ou peut-être qu'il n'a jamais existé du tout, et que son histoire est un amalgame d'innombrables récits de marins anonymes. Dans un cas comme dans l'autre, son histoire a résonné avec quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Le désir de rentrer chez soi. La lutte contre l'adversité. La tentation de l'oubli et la victoire de la mémoire. C'est pourquoi nous racontons encore cette histoire, 3000 ans après sa première narration.
C'est pourquoi Ulysse reste l'un des personnages les plus reconnaissables de la littérature mondiale. C'est pourquoi son nom est devenu synonyme de voyage, de ruse et de persévérance. Le vrai Ulysse est mort il y a bien longtemps, si tant est qu'il ait jamais vécu. Mais le mythe d'Ulysse est immortel, et c'est peut-être la seule forme d'immortalité qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes de vrais passionnés d'histoire. S'il vous plaît, vérifiez votre abonnement maintenant. Cela aide vraiment la chaîne à maintenir ces histoires oubliées en vie. Découvrez la prochaine vidéo sur l'écran concernant l'effondrement mystérieux de l'âge du bronze, où nous explorons pourquoi toutes ces civilisations fascinantes ont disparu en l'espace d'une génération. On se retrouve là-bas.